Bonsoir et bienvenue sur Critical Play, une petite émission pas si petite où des joueurs se réunissent autour d'une table de jeu de rôle pour jouer un one-shot de Stabat Mater avec notre magnifique MJ Sénac, créateur du jeu. Il est encore meilleur que l'original. Hein. Je trouve que, franchement, chapeau. Merci. Un univers top, une histoire top. Des joueurs qui sont, ma foi, plutôt intéressants aussi, hein, ce soir. On n'a pas le droit à top, nous. Intéressant. Originaux. Originaux. C'est Originaux. un truc, sur le pin, t'as dit une chaîne pas si petite. T'es pas censé faire une chaîne pas... Non, ça dépend des moments. Ok. Je varie. Puis à 9000 abonnés, Ouais, C'est pas si petit. c'est pas si petit. Hein. pas si moyenne. Ouais. Peut-être que d'ici là, on a dépassé peut-être les 10 000. À vous, spectateurs du futur, arrêtez de vous marrer. N'hésitez pas, d'ailleurs, à mettre des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Parce que bon, bah, on vous voit, hein, vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos et à pas vous abonner. Donc n'hésitez pas. Hein. 50%. Ouais. C'est énorme. Ça pourrait être une chaîne à 18 000. C'est énorme. Et puis, si vous voulez nous aider, parce que bon, on reste une petite chaîne quand même, eh bien, nous avons un magnifique Tipeee sur lequel vous pouvez nous retrouver, et puis retrouver le lien sous la vidéo pour nous aider, même 1 euro aide la chaîne. En tout cas, pour la 3e fois, nous allons avoir un MJ qui connaît son univers sur le bout des doigts, et qui va nous mijoter une fin. J'essaye de lui mettre la pression royale. Petits oignons, là. Petits oignons. Avant de lancer le générique, quand même, parce que là je commence un petit peu à rallonger la chose, mais bon, on va essayer quand même de résumer en un mot. Qu'est-ce que vous imaginez de cet épisode 3 ? Oh, je pense qu'on va sortir riche de tout ça. Allez. Non, ça marche pas. Je pense qu'on va finir à l'horizontale dans un endroit très calme. Ok. Ouais. Intensité. Je veux dire intensité, ouais, c'est ça. Ouais, tension. Tension. Carnage cataclysmique. Ok. Non, mais d'accord. D'accord, eh ben écoutez, on vous laisse après le générique et on se relance sur cette 3e partie après. Nos joueurs se sont retrouvés embarqués dans une mission d'exfiltration qui a très mal tourné, dans la mesure où le point de rendez-vous était déjà sabordé, brûlé, sabordé, et ils se retrouvent dans une situation où ils doivent improviser avec leur colis, qui est la personne noble la plus recherchée de Borealis aujourd'hui. Donc, le temps joue clairement contre eux. Ils doivent, de manière décisive, parvenir à obtenir ce qu'elle a demandé d'eux, à savoir l'anneau sigillaire de l'homme qu'elle devait épouser, mettre son anneau à elle sur le doigt de cet homme et s'assurer qu'il n'y ait strictement plus aucun témoin survivant de la scène. Nos joueurs ont répondu présents face à cette requête et elle leur a promis énormément de rétribution par la suite, une carrière toute douce, une retraite absolument paisible et des richesses absolument insoupçonnées. Isabelle de Morveau gît aujourd'hui, le dos brûlé, face contre terre dans un bateau de contrebande amarré sur une anse secondaire de Borée, la capitale de Borealis, sise au milieu des îles Levantines qui sont sous blocus
car avec un des princes marchands et sa dulcinée, le prince marchand tué et sa dulcinée kidnappée, personne ne peut sortir de Boréalis maintenant, si ce n'est Isabelle de Morveau, avec le sceau sigillaire qui atteste qu'elle est désormais l'héritière d'une des plus grandes familles marchandes au monde. Quant à nos joueurs, ils sont partis quérir de l'équipement, des vêtements, et vont finir par se retrouver. Je me tourne vers Isabelle. Vous saurez vous débrouiller seul? Elle crache une espèce de petite salive rosée. Ouais, allez, j'en ai vu d'autres. Ok. Je vais prêter main forte à mes hommes. Vous restez là. Je ne pense pas aller bien loin d'ici. Et vous avez une arme ici? Oui. Je lui passe alors dissimulé, hein, c'est une dague. Un beau surin, ouais. Et je lui tends. Elle la prend, elle la soupèse. Ah, elle a mal dès qu'elle fait un mouvement, mais fait tourner le surin elle-même sur son doigt. C'est pas sa première fois. Elle la récupère. Très bien. Rappelez-moi votre nom? Michael. Michael. Très bien. Je vous oublierai pas, Michael. J'espère bien. Bon, on y va? Ouais. On te suit? En termes d'horaire, il doit être aux alentours de midi. D'accord? Les événements se sont effectivement enchaînés très rapidement. Pour le moment, avant que vous ne vous changiez et éventuellement que vous vous sustentiez, vous êtes les vêtements collés à vous par la sueur. La mer est désormais derrière vous, vous êtes sur l'anse et vous me dites qu'est-ce que vous comptez faire? Pour vous rappeler un petit peu la chose par rapport à la semaine dernière, enfin l'épisode précédent, vous avez la ville comme un poulet sans tête qui court partout, avec les habitants qui sont dans la panique, les gardes qui sont en train de se restructurer en cohorte. Dans quelques heures maximum, tous les quartiers vont être visités. Les personnes suspectes habituelles vont être secouées, ou noyées, ou trucidées. C'est un scandale d'État absolument colossal qui vient de se produire là-dedans. Et plus tard, vous savez qu'il y aura les gardes gris qui seront dépêchés pour pouvoir mater tout cela. Avec votre expérience de ce genre de choses, vous savez que si jamais rien n'est fait pour vous sauver la peau, on peut imaginer qu'il y aura facilement une répression de plus de 4000 personnes ce soir dans Boré. Jusqu'à ce qu'on retrouve l'héritière. Ok. Qu'est-ce que vous faites? On va chercher les tenues, donc, grâce à tes nombreuses planques. Ouais, on va diriger à une de mes planques justement pour récupérer au moins le matériel pour nous. Après, si toi tu as besoin de matériel lourd. Moi, je suis parti un poil avant, donc moi, je suis parti à ma piole pour prendre mon équipement. Toi, de ton côté, tu connais effectivement une planque qui est pas très loin, qui est surtout achalandée en dague. Ok. Dague et quelques armes de jet si jamais tu voulais avoir cela, mais également d'autres vêtements qui te permettraient de passer inaperçu dans plein d'autres strates sociales différentes éventuellement. Ok, que ce soit masculin ou féminin. Oui, une pelisse par-dessus, alors ça sera peut-être pas taillé à sa taille exactement, mais enfin bon, ça fait pas non plus quelque chose d'ennuyeux. D'autre part, ce n'est probablement pas elle qui est la plus grande combattante de votre groupe, donc c'est pas très important si jamais les ourlets sont pas bien faits. Ah oui, dans ma tête j'imaginais des vêtements civils. Mais, Oh, donc tu sais, les vêtements civils, ce sont des capes, des robes, etc. Tu mets une cape par-dessus quelqu'un, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Hein. c'est vrai. Mais comme je vous disais, en fin de journée, il fait 4 degrés, Oui, on est couvert. Ouais. donc de toute façon, vous êtes couvert. Oui. Ok. Donc, toi, te dirigeant par là, tu sais que le chemin d'accès le plus stable, c'est celui qui va être le moins emprunté. Et celui qui sera le moins emprunté aujourd'hui, c'est le quartier marchand. Parfait. Ce qui te permet de te rapprocher, effectivement, très proche de ta planque. Du reste, on n'est pas très très loin non plus de toi, ton immeuble d'habitation. Je vous laisse ici. Je vais me chercher des choses un peu plus, je te regarde de haut en bas, adéquates. C'est très bien maintenu. Pas de problème. Donc, vous vous retrouvez tous les deux, effectivement. Et bien, effectivement, quand tu débarques chez lui, tu veux faire une petite description très rapide de ce lieu, de cette planque qui t'appartient? Bon, c'est une planque en pierre, enfin vraiment tout est en pierre avec des arches, il y a des... T'as vraiment de tout en vêtements en fait. T'as des tenues aussi bien pour passer dans le civil que des tenues un peu plus de combat légères quoi. Et t'as pas mal de caisses qui sont dans des coins avec tout ce qui est alcool, contrebande, etc. Bah, il y en a certaines, c'est lui qui les a acheminées, hein, donc... T'es bien au courant, de toute manière. Je les connais. Fais comme chez toi.
Des dagues. Oh, tu sais bien où elles sont. Puis, je dirais, j'arrive. J'en mets une au niveau du poignet pour la dissimuler le plus possible. Tu en prends une autre dans la botte ou quelque chose comme Ouais. ça? Pareil, c'est pas mon arme de prédilection, mais j'en prends quand même. Je prends quand même de quoi m'équiper. Pareil, je le suis un peu. En fait, je le regarde faire. Puis, je fais un peu pareil. Quoi. Bon, tu sais te servir d'une dague. Hein. Ouais, mais c'est vrai que Tu as eu une enfance un petit peu, je te rappelle, un peu tumultueuse. Bon, voilà. je préfère parler plutôt que combattre, mais voilà. En 1 contre 1 face à maître d'armes, tu te fais plier. Mm. Mais sur quelqu'un qui n'est pas armé ou quoi que ce soit, tu sais percer là où ça pique. Ouais. Devant ton manoir, tu as juste le temps de te retenir à l'orée d'une rue, parce que tu vois qu'il y a des hommes qui sont en train de frapper à la porte. Et la porte s'ouvre, ton domestique marmonne quelque chose, tu vois que le ton monte un petit peu, et puis ton domestique fait un doigt d'honneur aux 2 gardes et leur referme la porte au visage. Dès qu'elle tambourine 40 fois plus fort dessus, la porte reste fermée. Les 2 hommes sont furieux et repartent dans la direction dont ils venaient, qui passe juste à côté de toi. Je vais essayer de me faufiler du coup dans une autre ruelle adjacente, un peu plus discrète et dans le... Tu réussis sans halter le pas, sans attirer l'attention, voilà. Donc, dès que tu tournes dans la ruelle, tu les entends qui passent sur le côté, ils ne t'ont pas vu. Est-ce que tu transpirais comme ça autant déjà avant, ou c'est là l'instant? Ah là, j'ai une petite montée quand même. Tu les as entendus passer en disant revenir vite, truc louche, observer. Voilà. Très bien, à ce moment-là, je vais prendre la porte des domestiques plutôt, pour rentrer dans mon domaine D'accord, plutôt que de prendre la porte principale. Tu te retrouves face à ton domestique qui, lui, était revenu sur ce quartier-là et qui te regarde très étonné. Madame, il y a des gens en armes qui vous cherchaient, la garde. Oui, vous imaginez bien un peu ce qui vient de se passer. Et il ferme immédiatement la porte derrière toi. Si vous voulez bien avancer, madame. Merci, Ils vont revenir d'ici très peu de temps, m'ont-ils dit. je le sais. Préparez mes plus beaux habits, de quoi me déplacer facilement, aisément tout de même. Ils sont au courant de mes manigances ou pas du tout? Je n'en ai absolument aucune idée, madame. J'espère pas. Faut-il que je fasse disparaître certaines choses? Non, peut-être pas pour le moment, mais sortez-moi les quelques armes discrètes dont vous avez... Très bien, madame. Tu en profites pour faire un brin de toilette ou pas? Bah oui, quand même, au moins me remaquiller, du coup. Tu étais un petit peu reconnaissable avec ton maquillage qui avait Oui, un petit peu, hein. Bien joué. Tu as l'homme qui ouvre la porte sans frapper. Il pose les choses sur l'affaire et il y a une dague qui est toute petite, mais qui tient parfaitement bien dans ta main. Donc c'est pas une arme terrible, mais c'est 15 cm d'acier. Oui, voilà, ça me suffira. Et une fiole à côté, et une autre petite fiole à côté. Ça se répand dans l'air. Et voici l'antidote. Très bien. Mais c'est une seule dose d'antidote, madame. Je prends note. Je savais que je pouvais compter sur vous pour préparer ce genre de choses. Je n'ai fait que les prendre dans votre tiroir, madame. Mais vous savez quoi m'amener, donc c'est parfait. Je me suis permis de prendre les lettres qu'il y avait dans ce tiroir, que vous aviez reçues, et je les ai mises dans la dalle descellée sur le côté du puits, dans la cour. Heureusement que vous pensez pour moi. J'espère que madame saura se souvenir lorsqu'il sera temps de négocier mes émoluments. Absolument. Bien. Sur cette promesse, madame, qui m'assure de mon secret et de mon silence, je vous souhaite bonne chance. Si vous me pardonnez, je vais retourner voir ma sœur dans les faubourgs. Allez-y. Il va préparer son baluchon et se foutre le camp avant que les gars reviennent. Toi, tu penses que tu as 2 minutes devant toi. Oui, bah je m'habille. Une autre femme. Une autre femme, alors on pourrait croire que c'est pour un bal, mais quelqu'un qui regarderait pas de trop près, genre à 5-6 mètres de distance, se dirait, mais cette femme-là est une femme d'une famille marchande princière. Ben voilà, très bien. Et donc avec ta petite besace, dont l'intérieur est calfeutré de manière à éviter que les petites fioles ne s'entrechoquent, tu repars vers la cour. Toi, tu arrives dans ta turne, qui est, elle, pour le coup, diamétralement opposée en termes de luxe et de faste à celle de Eda. Et tu récupères quoi exactement? Je veux m'équiper de façon pratique et de façon à rester mobile. Donc je cherche une armure en laquelle j'ai confiance, mais qui soit pas trop lourde, plutôt en cuir. Enfin, c'est pas vraiment un cuir, c'est plutôt un gant business. Voilà, enfin quelque chose voilà, qui va être, me permettre de garder l'agilité tout en me réconfortant de... Qui fasse pas de bruit, qui cliquette pas. fasse pas de bruit. Et je vais chercher une épée que je puisse quand même dissimuler. Tu mets un casque ou pas? Non.
Ouais, non. Ce que je fais, c'est que par exemple, je me débarrasse de tout ce que j'avais d'abord sur moi qui pourrait être reconnaissable, le manteau, etc., quitte à remettre une autre cape par-dessus. Je cherche une épée moyenne. Voilà. Je pense d'abord à la dissimulation, mais je veux pas d'une simple dague. Ça va être assez difficile de se trimballer avec une épée moyenne. Ok. À moins d'avoir un sac dans lequel la dissimuler. Mais auquel cas, tu peux prendre plusieurs épées et les mettre ensemble sur le sac. Je sais pas ce qui est le plus discret ou le plus efficace. C'est de dissimuler le fait d'avoir l'épée, peut-être. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. Et une épée qui tombe, qui est prise dans un os, tu peux pas l'arracher, t'as plus d'arme. En fait. Ouais, c'est pour ça, voilà. Ou Tu as aussi un air de bœuf. ok. Voilà, ça c'est à très courte distance, mais dans le dos, ça fait un mal de chien et ça assomme. Et puis, tu peux avoir également une petite arbalète de poing si jamais tu prends un sac. Bah, ce sera dans un sac, du coup, voilà. Effectivement. Une besace que je puisse transporter. Puis, tu peux prendre des fourreaux d'épée et mettre une couverture par-dessus, enroulée autour du sac. J'ai le temps de le faire, de gagner assez d'en... Ah oui, c'est très très rapide, tu mets les trucs comme ça, tu fais des trucs dans le sac, tu mets ton... Et ben je me fais un petit barda que je puisse porter, qui Tu vas le porter comme ça, en revanche, mais ouais, c'est ça. Et une grande cape. et une cape. Voilà, c'est ça. De façon à être pas méconnaissable, mais qu'on puisse pas faire attention. Très bien. Dans ce sens-là. Et tu repars donc? Et je repars en direction de la place. À quel rythme? Moins vite que quand je suis arrivé à ma piole pour avoir l'air de me mêler à la foule. C'est-à-dire, voilà, je fais attention, je fais partie d'une personne... voilà, je me mêle au mouvement. Il te reste combien de points d'énergie? Et il me reste 7 points d'énergie. 7 points d'énergie. Et toi, il te reste combien de points d'énergie? 5. 5? Ah, c'est bien. 8. Bravo, monsieur est dans l'économie. 8. Très bien. Vous vous retrouvez devant cette place-là où il y a davantage de monde qui commence à revenir dessus, mais il y a également des hommes en armes qui sont un petit peu partout et qui courent dans tous les coins, à qui on aboie des ordres, qui semblent parfois contradictoires, parce qu'on voit souvent de la petite taille qui avancent, on leur dit que c'est pas là, qui repartent. Et les grilles sont toujours ouvertes et des hommes sont en train de monter à ces endroits-là, également avec des civils. Ils font attention à nous ou... Pas vraiment, non. Pas pour le moment, non. Là, actuellement, c'est vraiment le passage avant qu'ils commencent à mettre en place un contrôle d'identité. Là, ça semblerait, les gens qui sont en train de passer, que c'est plutôt des soigneurs ou des gens qui viennent avec du matériel pour aider les brûlés ou des choses comme ça. On peut essayer de se faire passer justement pour un groupe qui monterait l'aide ou à accompagner une dame qui viendrait pour ses soins. À la rigueur, je me pose plutôt à côté de toi voilà, comme pour te protéger et voir comme pour, j'ai dit. On peut se greffer à un groupe, on passe juste derrière pour vraiment être collé à celui-ci, quoi. Eh bien, c'est très étrange, mais ça passe absolument parfaitement. Et les gens avancent et vous entendez ce qu'ils disent. Mais tu penses que tu auras suffisamment d'onguents là-dedans? Bah, tu sais, c'est de la graisse de baleine, hein, c'est tout ce que j'ai. On va voir si ça va. Je pense qu'il faut hydrater la peau à ce stade-là. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Mais je sais pas. Non, l'homme qui est tout au vent, il fait non, mais je suis rentré là-dedans. Il y a le feu qui continue encore et des corps démembrés. Et donc, il hâte le pas. Vous croisez également des hommes en armes, et ils vous regardent, et puis ils te regardent toi, et donc ils détournent le regard. Ça leur paraît naturel, en fait. Okay. Vous vous retrouvez à l'endroit où vous étiez au tout départ, sauf que cette fois-ci, les deux portes sont ouvertes, et il y a une chaleur de fournaise qui en émane. Et la plupart des blessés auxquels les gens qui sont montés apportent des soins ont été extraits et sont allongés sur des couvertures, sur le sol, sur le parvis de cette basilique. Et vous entendez les râles d'agonie de ces gens-là, brûlés, blessés, et certains avec des membres défoncés, comme si des gravats s'étaient effondrés de l'intérieur de la basilique, et leur étaient tombés dessus. Le feu continue toujours au fond de la nef. Est-ce qu'il y a une odeur précise qui nous paraît suspecte quand on rentre dedans par rapport... voilà, c'est juste du feu. Ça sent le feu, c'est-à-dire que tout ce qui est en bois à l'intérieur est en train de cramer. La basilique, si jamais il n'y a rien pour l'éteindre, va s'effondrer. Il y a une ligne qui est en train de se créer avec tous les gens de la garde qui étaient à proximité, plus les domestiques du palais, qui est en train d'essayer de faire acheminer de l'eau pour pouvoir combattre le feu. Sauf qu'elle n'est pas du tout préparée pour le moment. Et à l'intérieur, il semble n'y avoir plus personne, puisque personne de qualifié n'est là pour pouvoir aller voir s'il y a d'autres rescapés. D'autre part, vous regardez les blessés qui sont au sol, ils semblent assez peu brûlés, finalement, par rapport à ce qu'il y a là. Qu'est-ce que vous faites? Je recherche l'anneau sigillaire du prince. Il est clairement pas là-dedans. Tu prends peut-être une minute à regarder, à passer au milieu de tout le monde.
Tu prends un point de dissonance quand tu entends les râles de tous les blessés. Moi, je me dirige plutôt vers ce qui pourrait être l'épicentre de l'explosion, plus vers la nef, là où pouvait être... Alors, si tu rentres à l'intérieur, effectivement, tu vas voir que cette basilique-là, tout a été soufflé. Pas tout, c'est-à-dire les vitraux qui sont sur le côté parvis n'ont pas été soufflés, et les premiers vitraux sur les parois latérales n'ont pas été soufflés non plus. En revanche, plus tu avances, plus tu vois que l'épicentre de l'explosion était clairement à proximité de l'endroit où devait se tenir la cérémonie. Et tu es vaguement embêté par l'espèce de faste qu'il y a là-dedans qui attire ton regard, où pendant une demi-fraction de seconde, tu te dis quand même, mon Dieu, c'est quand même une basilique absolument incroyable, avec des colonnades et des cariatides qui s'élancent vers le ciel comme des espèces de pointes d'argent. C'est absolument superbe, et la lumière qui pénètre par les ouvertures béantes et scarifiées des vitraux éclatés apporte une lumière crue dedans, et les cendres qui sont en train de virevolter partout, souvent encore un petit peu incandescentes, créent une espèce d'ambiance très très particulière entre cette chaleur, l'odeur du bois, l'odeur de la pierre, du calcaire calciné, et également derrière cette odeur absolument écœurante qui te fait prendre un point de dissonance de chair brûlée. Plus tu t'approches de l'endroit où la chaleur se fait intense, que la chaleur est concentrée sur le centre, que la partie latérale qui va vers l'aval de la colline a été défoncée par des chutes de moellons de pierre, mais tu ne sais pas encore ce qu'il y a sur la partie droite latérale. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que je suis capable de savoir là comme ça à vue d'œil ceux qui sont mourants, genre ils vont mourir dans quelques minutes, et ceux qui auraient besoin d'un coup de pouce? Non, c'est très compliqué à dire. Si t'es pas spécialiste de la chose, et par ailleurs dans ton expérience, tout le monde aurait besoin d'un coup de pouce. Oui, mais dans la mission qu'on nous a donnée, on est d'en donner un coup de pouce dans l'autre sens, donc... Tu as une douzaine de personnes là-dedans. Seulement? Oui, ce qui signifie que... Il y a d'autres personnes à aller chercher. Je vais faire pareil, moi je vais foncer au fond, je vais essayer de plus rapidement possible de... Alors une fois que je suis sur place, je prends le temps, je veux trouver, c'est vraiment mon but, c'est presque une manie maintenant, c'est mon obsession totale, c'est vraiment de trouver cet anneau. Il y a, quand on voit à l'extérieur les blessés qui sont les rescapés, effectivement, les gens s'en occupent. Est-ce qu'ils ont un point d'eau qu'ils utilisent en commun? Non. Si tu regardes bien comment ils ont avalé beaucoup de fumée. Ils vont mourir. Ok. C'est une histoire de temps, mais dans 2 jours, c'est fini. Moi, dans l'idée, c'était de rentrer et de finir le job, en fait, entre guillemets, en ayant maintenant l'idée de me mettre un voile sur le visage et de préparer quelques autres mouchoirs à apporter à mes compagnons, du coup. Ok, d'accord. Donc, ensuite, tu vas à leur suite ? Voir si eux ont pensé à ça, déjà. Oui, si je vois que ça n'est pas le cas... Quand tu vas rentrer dans la nef, tu vas voir que lui est en avance, lui le rejoint, aucun des deux n'a de protection, et lui est sur tes talons. Et tu vois effectivement... Moi, je la vois faire, donc je reproduis en me disant... Juste pour info, je suis arrivé à 5 points de dissonance. Ah, tu es arrivé à 5 points de dissonance. C'est pour ça que c'est important de le dire. C'est très important de le dire. Tu te retrouves confronté face à une crise de dissonance, cher ami, à laquelle tu as 3 choix que tu vas pouvoir faire. La première, c'est de dire, eh bien, je vais embrasser cette crise de dissonance et je vais la transformer en clarté en réussissant un test d'esprit d'une difficulté égale, c'est-à-dire de 5, sachant que tu as 3 en esprit, ce qui te donnerait un point de clarté, et bravo. Tu as la possibilité de dire, bah non, il n'y a pas de problème de crise de dissonance, et puis on fait comme si elle n'était pas là, puis on continue de remplir. Et tu as la possibilité de dire, crise de dissonance, quelle crise de dissonance, j'ai pas de problème, moi, je gagne mon point de clarté, je la réussis sans faire de test, mais en revanche, je prends un trauma psychique. Alors c'est ce que j'allais proposer par rapport à mon personnage et à la scène qu'il est en train de voir et à mon background militaire tout simplement et toi tout à l'heure tu me parlais de l'esthétique que dégageait l'atmosphère. Je pense passer sur la 3e étape en essayant de faire un amalgame entre une scène de charnier que j'ai pu vivre en combat et ce que je suis en train de voir tout simplement. Donc je continue comme si de rien n'était parce que je l'ai déjà vécu. J'ai déjà cherché des cadavres d'amis ou de gens que j'ai tués volontairement et je reste sur ma mission qui est de trouver du coup le prince. Quel serait donc pour toi, d'après toi, le trauma psychique dont tu hérites et qui va te plomber à vie ? Par rapport à ça, ce serait, j'arrive pas à trouver le mot entre un excès de confiance finalement et du coup une espèce de
pas de folie douce, mais de se dire, ok, je fais fi du danger. Très bien, trompe la mort. Ok. Tu te retrouves donc avec un trauma qui s'appelle trompe la mort, que je te rappellerai très prochainement. Du coup, j'efface la dissonance. Oui. Voilà. Oui, et tu gagnes un point de clarté. Félicitations. Point de clarté qui peut servir à augmenter les dommages de 1, qui peut servir à réduire une difficulté de 1, qui peut être utile pour être investi dans des compétences, dans l'augmentation des attributs ou pour se sauver de la mort une fois par vie de personnage. Et du coup, je me concentre sur la recherche de ce corps en particulier. Très bien. Et donc, vous êtes rejoint par les 2 derniers compagnons lorsque vous les voyez s'écarter vers la partie latérale droite, à des endroits où il y a également des gravats, mais où ça semble un petit peu plus praticable et où le souffle chaud du brasier est en train de prendre et la fumée, surtout, ne sont pas en train de partir par là. En revanche, vous entendez un énorme fracas, un tumulte au-dessus de vous. Une partie de la coupole est en train de s'effondrer et va vous tomber dessus d'ici très très peu de temps. Il faut dégager le chemin immédiatement. Plonge sur le côté. Voilà. Alors, toi, tu dois relever tes robes hein, quand même. Hein. J'avais expliqué que je prenais des trucs pratiques quand même, mais oui, du coup, forcément, je mate pour me mettre sur le côté. T'es la robe qui ressemble le plus à une noble, Oui. c'est pas très pratique. Hein. Non, je sais. Très bien. Dans un fracas pas pensable et puis surtout une poussière blanche qui se soulève très rapidement, vous vous mettez à l'abri derrière une immense cariatide qui soutient le plafond de votre côté latéral de la basilique et vous avez devant vous une espèce de spectacle où il est très difficile de percevoir les choses, mais les teintes sont dans l'orangé et le rouge et on n'entend que le crépitement et les effondrements des grands blocs, les grands moellons qui sont à d'autres endroits de la basilique, ce qui signifie que cette dernière, quand même, présente un risque d'effondrement. C'est ça, oui. Oui, probable. En fait, l'explosion qui a eu lieu à l'intérieur, pour inexplicable qu'elle soit, car le sol ne semble pas maculé d'huile, comme ce qui aurait pu permettre de démarrer un feu pareil, elle n'a pas été bâtie pour endurer une pression pareille. Je me relève tout en toussant et je gueule, il faut retrouver ce putain d'anneau. Devant vous, vous avez un bras qui est étendu au sol, ensanglanté, à 5-6 mètres derrière une colonne. On s'approche, moi on cherche n'importe quelle piste qui pourrait être les pistes du prince. Finalement, Vous avancez devant ce bras-là et vous voyez en fait qu'il est détaché du corps auquel il aurait dû être soudé. Et le corps en question semble, lui, écrasé sous un gros moellon de pierre. Et quand je dis gros moellon de pierre, c'est que ce bloc de pierre doit bien faire probablement 2 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur. ok. Ça avait été bâti pour durer au départ, hein, et il n'y a pas de bague sur ce bras. Et vous voyez que vous êtes à peu près au milieu de la nef, à cet endroit-là, et que l'autel se trouve encore beaucoup plus loin. Tous les bancs qui étaient ici semblent avoir été projetés comme soufflés par une explosion de l'homme depuis l'intérieur. Ce qui vous amène à vous poser quand même une petite question. Comment la Morveau a survécu à ça ? Et alors que vous avancez, la fumée forme des grands îlots verticaux opaques qui se dissipent avec le vent qui souffle à travers les vitres soufflées, formant une espèce de bruit qui vient se surimposer sur le crépitement du brasier et le tumulte des moellons de pierre qui s'effondrent au sol. Alors, ce n'est pas des cascades, mais c'est un de temps en temps. Et ce vent qui siffle comme un instrument à vent furieux vient pousser un petit peu et désobscurcir la vision que vous aviez là. Et là, vous voyez les hommes en armes qui s'étaient précipités à l'intérieur pour porter assistance aux blessés. Et vous les voyez à moitié éventrés sur le sol, ou avec des blessures. Alors toi, tu les vois tout de suite, ce sont des blessures mortelles qui ont visé tous les points vitaux et toutes les failles d'armure. Et causé par des armes. Oui, causées par des armes. Tu vois un carreau d'arbalète qui sort également de la glotte d'un garde qui semblait être un jeune homme. Beaucoup trop jeune, peut-être. Ça devait être une de ses premières sorties. Et il n'y a plus que les cadavres. Il n'y a pas, je ne sens pas d'agresseur autour de nous. Voilà, c'est là. Non, mais ça. La description, c'est un petit peu difficile à voir. C'est un massacre. C'est plutôt un massacre, effectivement. Ces hommes se sont fait massacrer et c'était ceux qui arrivaient tout à l'heure lorsque nous sommes venus porter assistance à la Morveau. Alors toi, tu peux pas t'empêcher de faire un décompte macabre. Tu essayes de voir si jamais le chiffre que tu obtiens en comptant les cadavres représente à peu près l'idée que tu te faisais du bataillon qui était en train d'arriver. Et tu vois que non, pas encore.
Le feu est désormais derrière vous, et alors que devant vous, la vision un peu troublée par le brouillard de cette fumée qui se répand un peu partout, se dissipe en avançant. Vous voyez qu'effectivement, il y a encore d'autres corps. Et là, vous les voyez, le corps des processionnaires. Alors, il y a des corps que vous préfériez ne pas voir. Et puis, il y a des corps également de nobles. Vous voyez des atours qui sont magnifiques, mais complètement brûlés. Et vous devinez que certains de ces corps ont été projetés sur des dizaines de mètres. Et puis, vous le voyez, un peu plus loin, l'autel, qui est évidemment complètement renversé. Les statues de toutes les divinités païennes que l'on prie de manière un peu animiste, c'est plus un rituel de sanctification qu'il y a ici pour les mariages. C'est pas vraiment une prière en un dieu quelconque, ont été renversées. Il y a également des grandes langues noires de calcinés sur les murs, comme si les flammes avaient d'un seul coup jailli et léché l'intégralité des reliefs. Et puis vous voyez un amas de corps au centre, parmi lesquels des gens habillés avec des atours extrêmement riches, chers, et les processionnaires tout autour, ainsi que quelques hommes en armes. Il y a un homme au milieu qui tousse. Il n'arrive pas à cacher sa toux. Et il est, semble-t-il, encombré par un corps par-dessus lui. On se rapproche. Moi, je m'agenouille pour identifier la personne et voir comment je peux l'aider. Je sors ma dague. L'homme a une barbe bien fournie, blanche. Il est habillé avec une espèce de redingote de cuir bien épaisse. Et tu le reconnais immédiatement. C'est l'homme que tu as vu. c'est l'homme qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Enfin, je lui remonte la tête. Il est ensanglanté de partout. Ok. Et, devant lui et sur lui, tu as les hommes en armure du palais. Leurs cadavres en tout cas. Je le regarde en pointant ma dague au niveau de son cou. Il était là pourquoi? Je reprends la tête, que je claque complètement. Qui es-tu? T'es là pourquoi? Toi, t'es là pourquoi? Je cherche un anneau. Tu l'aurais pas vu? C'est ta botte terre. Il te crache dessus, il se jette le coup sur la dague que tu tenais là. Je la retire, je l'essuie. Je m'essuie le visage. Des gros bouillons de sang qui commencent à arriver là. Il est en train vraiment d'octer, il est dans un état de souffrance pas pensable. Il force vraiment un sourire dans sa mâchoire, tu regardes comme ça. Et il est à bout de force, il part sur le coup. Je prends même pas le temps, je cherche s'il a sur lui l'anneau. Il n'a pas sur lui l'anneau. Le corps qui gênait, c'est un autre soldat? Ok. Est-ce que parmi les soldats, on arrive à trouver la personne que l'on cherche ou est-ce En fait, vous avez des personnes qui se sont battues et il y a des corps qui ont été projetés un petit peu partout. Et en fait, il faut les soulever, quoi. Faut regarder. Vous entendez quand même beaucoup de bruit, de tumulte désormais, au débat. Non, oui, mais pas de gens. De choses qui crament, de choses qui s'effondrent. La fumée se fait de plus en plus âcre. C'est de plus en plus difficile pour vous de respirer. Je vous tends des mouchoirs du coup. Qu'est-ce que vous êtes bête des fois. Pas le temps de penser, c'est tout. Et moi, je cherche réellement à identifier. Tu fais quoi, Elias? Pareil, je commence à chercher les corps, mais pas forcément que dans le centre, même d'autres qui auraient essayé de fuir. Eh ben, c'est toi qui remarques en fait une traînée de sang à un endroit qui part, mais c'est un petit peu au milieu des gravats, au milieu de la suie. Et tu arrives et tu vois effectivement le corps d'un homme, petit, un peu gras, qui s'est traîné sur de nombreux mètres. Et il est là et il bouge encore la main pour avancer. Je l'ai trouvé. Aidez-moi. Aidez-moi. Il faut sauver Isabelle. Isabelle m'a promise. Il a son anneau? Ouais. Bah, je vais vers sa main. C'est moi qui ai l'anneau sur moi. Je vais vers sa main, je prends l'anneau, je remets l'anneau. L'anneau part pas. Je prends ma dague. Je dis t'as vraiment pas de chance. Et je prends son doigt, je l'arrache. Ok. Pour prendre son anneau. Il essaye de pousser un cri de douleur pas pensable, ses yeux se révulsent en arrière, il a même pas suffisamment de souffle dans les poumons pour pouvoir
mettre un cri, la tête bascule lorsqu'il est en train de faire un arrêt cardiaque à cause de la douleur, probablement la première fois de sa vie qu'il ressent de la douleur, et la tête vient retomber avec un bruit mat sur le sol, carrelé. Tu as un doigt ensanglanté avec un anneau autour qui, effectivement, une fois que c'est coupé, l'anneau commence à pouvoir se retirer comme ça. Je prends l'anneau, je te le balance. Et moi, je te donne celui d'Isabelle pour laisser sur le corps. Coupe d'autres doigts, parce que là, c'est quand même... Tout à fait. J'y vais. Ou d'arracher plutôt si c'est une explosion. Moi, pendant qu'ils font ça, je reste quand même avec le cadavre de l'homme, donc avec la barbe. Je le fouille pour savoir si je trouve quelque chose qui... Il y a un côté militaire dans ce que je fais, chercher un insigne, un indice, quelque chose qui pourrait me faire comprendre pourquoi il a utilisé ces mots, Stabat Mater. Ah, tu trouves strictement rien à part un point de dissonance. On y va. C'est bon, on a tout ce qu'il faut, on peut y aller. Vous entendez un effondrement au milieu de la nef. Moi qui suis attentive, est-ce que j'aurais pu voir un accès pour sortir plus rapidement que de tout retraverser? Probablement par l'arrière. Tu connais pas, mais ça te paraît étrange qu'il n'y aurait pas un accès à l'arrière pour les officiants aussi, donc... Essayons par là. On se précipite, pardon. Est-ce que vous pensez qu'on sort, nous quatre, comme ça? Dit-il en toussant. Oui, c'est pour ça. Ou est-ce qu'on est... Non, mais j'essaye de penser, c'est le côté... c'est mon côté clair. C'est que pour moi, si on sort là, on est juste 4 personnes qui n'ont rien à faire ici, et on ne sait pas pourquoi on sort là. Est-ce qu'on ne prendrait pas le cadavre du prince pour dire que nous l'avons trouvé? On pensait vouloir l'aider, et qu'il est là, mais qu'on va juste ramener à mort. Et du coup, donner nos noms? C'est en train de s'effondrer. Ouais, on y va. Je suis. On file. Ok. Vous traversez ce qui ressemble à l'office, en fait. Vous voyez effectivement des espèces de vestiaires avec des patères en bois, des bancs, des tables, des chasubles, des choses comme ça, et effectivement une porte qui est lourdement barrée de votre côté, vers l'extérieur. Donc la barre ne résiste pas à vos efforts. La porte s'ouvre, et à ce moment-là, vous sentez, avant de l'entendre même, une déflagration pas pensable avec un souffle qui vous pousse de l'arrière. Vous venez de faire entrer énormément d'oxygène par cet endroit-là. Et vous vous retrouvez directement à l'extérieur, pendant que derrière, le brasier vient de repartir de plus belle, maintenant qu'un courant d'air est là pour l'alimenter absolument complètement. Vous êtes à l'arrière de cette nef, il y a un petit sentier qui s'éloigne, qui repart vers le château princier. Nous, on prend... Vous avez la possibilité de varraper un tout petit peu dans les buissons, etc., pour pouvoir reprendre le chemin par lequel vous êtes venu, mais voilà, c'est un petit peu cross. On va faire. C'est une bonne idée. Ok. Vous vous retrouvez sur la place sur laquelle vous étiez après avoir crapahuté comme des fous furieux, alors que les milices sont en train de se réorganiser pour pouvoir apporter l'eau désormais, laquelle est acheminée de différents endroits, et des chaînes humaines vraiment importantes avec des volontaires civils, avec les militaires, tout le monde passe la main à la pâte, et lorsqu'ils vous voient passer, dépêchez-vous, venez nous donner un coup de main, allez chercher un seau là-bas. Ce qu'on va faire, l'ami. Et en fait, Lorsque vous passez devant les seaux, vous voyez effectivement qu'il y en a un monticule et que de plus en plus de gens viennent, femmes, hommes, enfants, vieillards, pour aider à faire en sorte que cette chapelle puisse échapper en fait au désastre, même si vous savez de l'intérieur que ça va être Plus rien de sauver. c'est assez mal barré. Voilà. on part vers mon navire. Lorsque vous arrivez sur le navire, harassé, avec le niveau d'adrénaline au maximum, vous vous retrouvez devant des quais qui sont noirs de monde, avec les milices qui sont en train de chercher bateau par bateau, voir qui est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez juste le temps de vous faufiler sur le dock flottant qui arrive jusqu'au vôtre, et lorsque vous ouvrez cette porte, la Morveau est là, assise, blême, blafarde, en train de mastiquer comme un vieux loup de mer du bœuf séché salé que tu avais dans ta cantine, et qui vous regarde comme ça avec un air mauvais. Vous l'avez? Oui. Je le prends, je le regarde. Et l'autre? Il est resté avec votre défunt. Elle le met à son doigt. Vous aviez parlé d'un onguent, ma chère. Je vais me le quérir maintenant.
Vous me permettriez de venir avec vous sous votre escorte, messieurs? Si on peut encore passer discrètement, oui. Oh, il est encore temps pour un véritable triomphe. Êtes-vous armés? Oui. Oui. Bien, cela pourrait être utile. Je vous demande de m'escorter. Nous allons aller chez vous. Si vous le désirez. Mais je vous connais, vous êtes cette grande philanthrope. Oui. Je vous félicite, mon enfant. Je vous félicite, je suis très fier de vous. Je suis très fier de vous tous. Ce triomphe va être le vôtre également. Je vous assure que moi, Isabelle de Ruinart, je vais m'assurer que vous ayez la vie la plus extraordinairement exaltante à laquelle vous puissiez vous attendre. Et alors que vous repartez avec elle en l'escortant, elle passe par chez toi. Le domestique n'est plus là, bien sûr, mais un onguent de gras sur gras va lui permettre de tenir un petit peu. Elle va avaler quelques rasades d'alcool également. Et vous entraîne à sa suite jusqu'au palais princier. Quelques heures plus tard, vous êtes dans la très grande salle d'apparat qui est ceinte de nombreux escaliers en colimaçon gigantesques de marbre blanc et desquels les autres familles princières qui ont leurs appartements chacune à des endroits distincts descendent pour venir saluer l'héritière de la princesse de Ruinart. Isabelle de Morveau, anciennement, vient se mettre au centre de cette pièce. Une femme, une espèce de domestique de grande compagnie, lui apporte une grande pelisse rouge à lui mettre par-dessus les épaules pour cacher les effets abîmés. Elle l'apporte sans sourciller et vous fait un petit signe très discret pour vous dire de vous mettre à l'écart, dans l'ombre. Elle reçoit la visite des autres maisons ainsi que des femmes et la mère du prince qui vient la voir, qui se jette à ses pieds, avec vraiment une attitude compassée. Elle est là, elle pleure également, c'est une catastrophe, mais elle montre au moins, il a eu le temps de m'épouser, chère maman. Et sous les vivas, les applaudissements, les pleurs de soulagement, le triomphe de Madame de Ruinart débute. Et elle a effectivement à vous remercier. C'est la fin de ce scénario que vous avez mené dans une direction qui fait que une femme qui était auparavant une petite herboriste d'un petit village marécageux, qui a usurpé l'identité d'une noble qui s'appelait Isabelle de Morveau, devient aujourd'hui une des personnes politiques les plus puissantes de Borealis. Même si elle a échoué à récupérer l'étincelle d'Ariet dans l'AP numéro 4 sur Time to Roll, et devient donc un des personnages les plus importants et les plus puissants du jeu Stabat Mater, dont le lancement officiel de la timeline débutera 10 ans après ce scénario-là. Voilà qui conclut 5 AP qui se passaient dans le passé, dont les joueurs ont aidé à forger le destin de celle qui deviendra un des grands antagonistes des personnages joueurs par la suite. Vous pouvez remercier Critical Play pour avoir donné un pouvoir considérable à la pire saleté que l'on appellera la chimère. On a créé un monstre. Mais nous sommes des monstres. Bravo à vous! Ouais. Voilà. Bravo. C'est beau. Et j'ai proposé une autre voie. Je suis désolé. Ouais. 3 épisodes tambour battant. Félicitations à toutes les Ouais. équipes et puis à toi, parce que franchement, tu as bien cadré les choses, donc c'était vraiment parfait. Merci beaucoup, c'était super ce que vous avez fait. Et franchement, chapeau. Enfin, c'était vraiment un scénar qui pose l'ambiance, qui permet vraiment de s'immerger dans ton univers, donc c'était vraiment cool. Bon, je suis content que ça vous ait plu. Ouais, puis on espère que toi aussi t'as plu. Ah bah, j'ai pris un pied absolument pas pensable. Moi, c'est un régal de jouer avec des joueurs comme vous. C'est C'est beau. D'ailleurs, un petit mot là, tiens-les. Le relou. Le relou est grave. Bah vas-y, commence. Ok, eh bien, je trouve original cette petite fin. J'ai hâte de découvrir un petit peu par l'intermédiaire du livre la suite de ce personnage, la chimère. Ouais, j'ai eu des petites réminiscences de « Oh, il y a des gens, ils ont besoin d'aide, mais je sais qu'il faut pas y aller. »
Mais non, c'est hyper intéressant. Et du coup, t'as trop envie de voir la suite, quoi. Qu'est-ce qu'on a créé, quoi. C'était chouette. On n'a pas été les seuls à la créer. Hein. Non, c'est vraiment un effort collégial. Voilà, On a mis la cerise sur le gâteau, nous. exactement. Je vois pas comment ça aurait pu être pire, d'ailleurs, en termes de puissance. Mais ouais. Moi, j'étais un peu comme toi, je pense, c'est au moment où on récupère la bague, je fais, on va quand même pas lui couper les... Ah, mais si, on a des méchants, on va lui couper les doigts. C'est un petit côté cool. Mon Dieu. Voilà, mesdames et messieurs les jurés, comment tout a commencé. Ouais, moi, j'avoue que toi, j'avais vraiment l'intention de récupérer le prince, plus comme une protection à la base, de se dire voilà, on a ramené un corps. Bon, effectivement, voilà, lui arracher un doigt aurait été l'effort de trop pour ce jeune homme qui n'a pas connu de difficultés dans la vie. Je me pose la question de s'il était resté vivant. Voilà, quel autre twist aurait pu arriver et est-ce que le twist existait? Voilà, ça c'était une possibilité que je trouve intéressante. Je déteste être mené par le bout du nez comme ça en tant que personnage, mais c'est top à jouer parce que du coup on est pris dedans. Je regrette pas mon « et si » que j'ai balancé du coup à cette chère chimère parce que je pense que mon personnage le regrettera toute sa vie. Vous allez être bien traité, hein, pour le coup. Ouais, mais voilà. Enfin, vous avez vendu votre âme. Voilà, c'est ça, par rapport à la personnalité de mon personnage. Vous avez vendu votre âme, tu vas devenir un de ces exécuteurs des basses œuvres, en échange de quoi tout ce que tu peux vouloir, tu vas l'obtenir. Ouais, mais le prix à payer est quand même... Ah, il est colossal. Colossal, ouais. Oh, ça va, franchement, c'est pas trop mal, je trouve. Bon, il l'a vendu depuis longtemps, son âme. Vous auriez pu la livrer, vous auriez pu parler à la Société des Explorateurs, vous auriez pu trouver un arrangement avec le prince, vous auriez pu savoir qu'est-ce qui s'était passé, vous auriez pu questionner l'homme du Stabat Mater, qui est en réalité le personnage très vieillissant d'un des personnages du scénario d'Alpha du jeu Stabat Mater. Ouais. Désolé, je suis désolé Duncan, ton perso, voilà. Pas de chance. Il s'est tué tout seul. Hein. Il aura vécu longtemps quand même, ouais. Ben écoute, on aura peut-être la chance d'avoir peut-être un jour un autre, peut-être même une campagne, qui sait, on sait jamais. Ça serait pas mal, hein. En tout cas, on espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, si c'est pas déjà fait. À mettre un petit commentaire, parce qu'on adore les commentaires, et ça aide la chaîne, et ça aide aussi Notre petit moral. le petit moral, et puis l'algorithme à pousser cet épisode, donc n'hésitez pas, et puis en plus on répond à chaque fois à tous les commentaires. Montez-les à 10 000 abonnés. Ouais. Abonnez-vous, mettez la cloche, partagez, faites tout. Mais oui, la petite cloche. Et boostez, peut-être, je sais plus. Poustez. C'est mignon, poustez. Boostez la vidéo si vous le... Moi j'ai mis la cloche. Ah. Ah, j'ai mis la cloche. Bah oui. Eh bien sur ce, en te remerciant encore d'être venu. C'est moi. Et puis on fait des gros bisous à ceux qui nous regardent. On te fait des gros bisous aussi, qui est de ce côté. D'ailleurs, avec un écran, je ne sais pas si certains auront repéré le jeu qui ne se fait plus, mais qui est un très bel univers aussi de jeu et un très beau système. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, d'ailleurs, tiens, un petit rajout pour dire voilà. Merci à toi. Merci à toi. Merci à vous. Merci à nous. Des gros bisous, on se retrouve pour une prochaine séance, et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut, ciao. Salut.